sur lequel on peut porter son attention, ce sont les sentences morales qu'utilise Figaro pour répondre. Ces sentences morales qui ont un double intérêt du point de vue de la stratégie d'évitement de la confrontation interindividuelle pour respecter la relation dissymétrique. Elles ont ceci d'intéressant que c'est un savoir collectif, reconnu. Elles ont cette dimension gnomique, donc de présente vérité générale par exemple, qui permet à Figaro d'en faire des arguments d'autorité, littéralement. Et d'autre part, elle participe de cette stratégie d'évitement de la confrontation, donc, puisque on le verra notamment avec l'utilisation du on, du pronom indéfini, combien, en fait, peut-être on peut aussi appliquer directement à la situation ces sentences morales, mais du coup, il n'y a pas d'affrontement direct. Pour autant, il s'agit aussi de sentences qui montrent que cette scène n'est pas seulement une scène comique, c'est aussi une scène satirique, et que le conte peut être considéré comme le représentant exemplaire d'une classe sociale, en l'occurrence l'aristocratie, et qu'il y a donc une lecture moraliste de cette scène. Enfin, on peut aussi s'intéresser au jeu des valeurs temporelles, qui est très très important dans ce passage. Je vous renvoie à vos cours de collège et aux cours de seconde. Il s'agit de s'intéresser, c'est ce qu'on appelle les valeurs temporelles, à ce qui fait qu'on utilise un temps plutôt qu'un autre, quelle est la valeur sémantique, la valeur stratégique d'un temps. Je donne un exemple très simple pour vous remettre les choses en mémoire. Dans les textes classiques, particulièrement, l'opposition entre passé composé et passé simple est très très importante. Il ne faut pas les considérer comme des équivalents. Le passé composé, comme le passé simple, sont des temps du passé, en l'occurrence pour un fait qui a eu lieu antérieurement, mais le passé composé a ceci de caractéristique qu'il permet de traiter de l'événement comme étant proche psychologiquement de celui qui parle. Autrement dit, il y a une résurgence du sentiment, de l'émotion liée à cet événement au moment où celui qui parle est en train d'évoquer l'événement. Alors que lorsque un énonciateur utilise le passé simple pour un fait antérieur, non seulement il s'agit d'un temps narratif, mais surtout il s'agit d'un temps dont la caractéristique est d'être coupé du présent. C'est une action révolue qui n'a plus de répercussions, en tout cas qui est présentée comme n'ayant plus de répercussions dans le présent. Et on voit bien ici l'opposition entre passé composé, répercussions psychologiques positives, et le passé simple, temps révolu avec passé coupé du présent. Et donc, il s'agit de bien percevoir ces valeurs et de bien en comprendre l'utilisation, parce qu'il s'agit de jeu la plupart du temps, et de la part de Beaumarchais, dans ce passage, c'est particulièrement évident. Je pense ici aux répliques du Comte et de Figaro à partir de la ligne 76. Combien la comtesse t'a-t-elle donné pour cette belle association? Ici un passé composé. Réponse de Figaro. Combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur? Le passage du passé composé au passé simple doit de toute évidence être interprété, et il est d'ailleurs très très bien interprété par le Comte en l'occurrence. Donc voilà les 4 éléments auxquels, il me semble, il faut faire attention dans ce passage, sachant que de toute façon vous n'avez que 8 minutes pour traiter de la dynamique de ce passage, pour traiter de son sel, de son originalité, mais vous devez doser suffisamment les choses pour qu'il y ait un tout petit peu de tout cela, l'objectif étant tout de même que ces éléments dont je viens de faire une liste restreinte, donc de ces 4 éléments, qu'ils soient au service d'une interprétation du texte
que vous aurez lancé par un projet de lecture, par exemple ce fameux combat tout en stratégie entre deux personnages dans une relation dissymétrique, dans un passage donc particulièrement important de l'intrigue. Donc voilà pour la présentation globale des caractéristiques et de la méthode de l'explication de texte quand on aborde un texte. Maintenant, j'annonçais donc que j'allais étudier l'interrogation à partir de ce passage, et donc entrons dans mes notes. Alors, comme vous le voyez, je vais d'abord présenter mon brouillon. J'ai présenté l'ensemble de mes recherches et de mes trouvailles sous la forme d'un suivi réplique par réplique. Un R, ça signifie réplique. Et j'essaie au départ de présenter l'idée globale de ce qui est défendu dans la réplique. Par exemple, pour la réplique 1, c'est le conte qui parle, et cette réplique donc constitue un bilan de la discussion précédente. Ensuite, je propose des éléments, vous n'êtes pas obligé de tous les utiliser, mais des éléments qui permettent d'analyser des éléments signifiants donc dans ces répliques. Et la plupart du temps, je propose un commentaire de ces éléments qui, là aussi, permet de s'en sortir. J'ai fait une faute à Londres, vous allez corriger. Au mot Londres. Pour ce qui concerne donc l'étude des interrogatives, il faut se reporter à la réplique 3, par exemple, dans une relance de la discussion de la part du comte. Quel motif avait la comtesse pour me jouer un pareil rôle? Il ne s'agit pas, donc il y a une rupture énonciative puisque en apparence cette interrogative n'est pas en lien direct avec ce qui a été prononcé auparavant, d'autant plus qu'il s'agit d'aparté, donc le propos de Figaro n'est pas adressé directement au comte, il n'est d'ailleurs pas adressé au comte, il est adressé au spectateur, à l'auditeur, et le comte lui-même ne parlait pas pour s'adresser à Figaro. Et donc, on a ici un changement, y compris par rapport à la tirade de Figaro, on voit bien qu'il y a un changement d'énonciation, de thème. Mais ce changement, donc ici, se manifeste par le biais d'une interrogative, laquelle, je le rappelle, a pour objectif principal, normalement, de créer une situation interlocutive entre quelqu'un qui parle et la personne à laquelle il s'adresse, donc un locuteur et un allocuteur, et cette situation interlocutive a pour objectif principal, normalement, et c'est le cas ici, une recherche d'information ou de précision, plus particulièrement sur une information. Et ce qui est intéressant ici, donc, c'est la notion d'implicite, que je disais tout à l'heure, qu'on peut étudier l'implicite à partir d'interrogatifs, j'ai essayé de le montrer avec celle-ci. Ici, nous avons une interrogation partielle qui porte sur le motif de la comtesse. Autrement dit, il y a un élément qui est construit et qui est rendu naturel dans la conversation, c'est-à-dire acceptable par les deux, personnes qui s'écoutent et qui se parlent et qui écoutent, c'est que la comtesse a joué un tour au comte. La question ne porte pas là-dessus. Elle porte sur le fait que la comtesse, pour jouer ce tour, avait un motif. Il y a donc un modus et un dictum, donc autrement dit une information connue. La comtesse joue un tour au comte, ça c'est le connu, et le nouveau, le propos donc, c'est elle avait un motif pour cela, quel était-il? Donc on voit bien ici que l'interrogative a ce de caractéristique qu'elle va extraire le propos lorsqu'elle est une interrogative partielle et amener donc la conversation, la communication à porter sur cet élément qu'on a focalisé, qu'on a mis en valeur. Alors, voilà comment on peut déjà défricher le terrain d'une interrogation partielle avec utilisation d'un déterminant interrogatif devant le nom
qui est en l'occurrence le COD du verbe avoir, extrait et donc placé en tête de phrase, ce qui fait qu'il y a inversion de l'ordre sujet-verbe par la suite, avec la comtesse étant le sujet du verbe avoir. Et cette organisation, déterminant nom, ce qui fait le GN COD du verbe, puis le GN sujet, lequel est suivi d'un complément, d'un groupe prépositionnel, en l'occurrence complément circonstanciel de but, qui intègre une prédication qui est celle qui est acceptée dans la conversation. Et il y a donc une mise en valeur de la notion de motif et aussi une mise en valeur par l'épithète antéposée, un pareil tour, hyperbolique, littéralement ici, de l'émotion et de la perspective prise par celui, en l'occurrence, qui a été l'objet de ce tour, de la perspective émotionnelle dans laquelle il se trouvait. C'est donc le thème de l'intimité dans le couple qui est traduit ici par cette interrogative, et dans la mesure où Figaro est censé maîtriser toutes les confidences et tous les tours qui se jouent dans la maison, c'est donc à lui, au principal intéressé, que s'adresse le conte. Et d'autre part, le conte suppose ici, et à juste titre, que Figaro est à l'origine, en grande partie, de ce tour et de cette manigance, et donc c'est précisément à lui qu'il va s'adresser. Donc c'est le retour sur un passé récent, c'est une séquence de l'action qui a déjà donné lieu à un monologue précédent, et on sait que l'objectif est de retrouver ce qui lui échappe, sa maîtrise, mais aussi une partie de l'explication, puisqu'on sait bien que Figaro s'est acharné à indiquer que ce n'était pas Chérubin, mais lui-même qui avait sauté de la fenêtre, et donc il y a une tension diagnostique de la part du conte, puisqu'il n'a pas l'explication complète de la situation, et donc il essaye de reprendre la main, et se retrouve donc en situation de faiblesse nette par rapport à Figaro, puisqu'il lui demande des indications et des précisions. Mais on voit bien ici que la stratégie est importante, puisqu'il ne peut pas faire acte d'autorité d'une manière impérieuse. Donc voilà comment on peut se servir de cette première interrogative pour montrer qu'il y a stratégie. Bon, là, je me suis étendu considérablement, mais on peut présenter les choses plus rapidement pour avoir prise sur cette première partie qui va jusqu'à la réplique 6, l'objectif étant ici de faire un bilan de la situation précédente, repris, puisque la réponse de Figaro ne va pas le satisfaire. Ma foi, monseigneur, vous le savez mieux que moi, qui est une espèce de faux fuyant ici de la part de Figaro, dans la mesure où il n'apporte pas d'éléments de réponse. Confirmation donc de l'implicite, puisque en effet le conte sait bien que les raisons pour lesquelles un tour lui a été joué, le motif en l'occurrence c'est une question un petit peu de mauvaise foi de la part du conte, et on peut réutiliser les interrogatives. Combien la comtesse a-t-elle donné pour cette belle association? On a ici la même chose que l'explication que je viens de fournir, à savoir une interrogation partielle et une supposition qui est celle que forcément il y a eu de l'argent qui a été échangé. Alors il s'agit 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 de la réplique numéro 8. La réplique numéro 9, avec un autre angle d'attaque, cette fois-ci, donc l'argent, l'interrogation partielle, et ici, l'interrogation partielle a pour objectif de numérer, de faire une numération du COD, combien t'a-t-elle donné d'argent, donc l'implicite étant ici qu'elle lui a donné de l'argent, comme il est naturel donc aux yeux du locuteur. Ici, en l'occurrence, l'information implicite est naturelle aux yeux du locuteur, il s'agit donc d'un piège énonciatif, ici, le Figaro répond par une autre question: combien me donnâtes-vous pour la tirer des mains du docteur? Il s'agit d'une référence, en l'occurrence, à l'intrigue du Barbier de Séville, mais ce qui est intéressant donc, c'est qu'en plus de cette interrogative qui permet à Figaro de ne pas répondre, ou plutôt de répondre indirectement en disant
qu'il lui a donné fort peu pour faire la même chose, et qu'après tout, cette belle association n'est pas si mauvaise, puisqu'elle est identique à celle qui était celle du comte Almaviva dans le Barbier de Séville. Et donc, à cela, on peut ajouter le jeu de la part de Figaro dans une réponse au passé simple, alors même que le passé composé était utilisé par le comte qui ressent vivement, psychologiquement, l'effet de cette belle association sur lui, alors que Figaro, lui, voit s'être évadé ou être révolu depuis très longtemps le fait qu'il y ait eu une belle association entre eux, en l'occurrence, entre le comte et Figaro, et qu'il ait pu profiter de cette association dans un temps précédent. Et Figaro qui reprend l'idée d'une nostalgie qui est très fortement ici mise en valeur, l'atout émotionnel entre le comte et Figaro qui est utilisé par le comte lui-même. Autrefois tu me disais tout, et cette stratégie émotionnelle qui est refusée par le comte. Donc on voit bien ici combien les interrogatives permettent de prendre pied dans une stratégie qui évite l'affrontement violent, qui évite aussi de faire en sorte qu'on n'obtienne pas l'information. Il s'agit donc de gérer les positions stratégiquement pour obtenir les informations qu'on veut. En l'occurrence, Figaro reste le plus habile dans ce domaine-là, et donc il fait en sorte que finalement le comte n'obtient rien, c'est d'autant plus d'ailleurs qu'on voit que la première réplique du passage, il veut venir à Londres, elle n'a pas parlé, était déjà un bilan de l'échange précédent, qui lui d'ailleurs aussi était stratégique, et on voit que la réplique qui suit de Figaro, qui est un aparté aussi, suppose que Figaro est en train de jouer le même rôle que ce que le comte avait fait auparavant, à savoir interroger ou répondre avec une arrière-pensée, et l'idée de manipuler, travailler ici peut être considéré comme un synonyme de manipuler. Autre possibilité d'étude d'interrogation, c'est la question posée par Figaro, et si je vaux mieux qu'elle, qui est en l'occurrence ici une interrogation totale. Je retrouve l'explication. Donc, réplique 14. Nous avons dans cette réplique un jeu sur la notion de réputation, qui est donc l'opinion défavorable qu'on attache à quelqu'un, c'est comme ça qu'on interprète le mot, la plupart du temps, même si on peut avoir aussi une bonne réputation, mais c'est souvent dans des énoncés négatifs qu'elle est utilisée, et la réponse que fait Figaro, avec une question là encore, suppose qu'il y a reprise de l'implicite, c'est-à-dire il ne répond pas à l'information explicite, tu as une réputation détestable, il aurait très bien pu dire c'est faux, je n'en ai pas une détestable, il aurait pu se défendre. Or ici, il part de l'implicite. Quand on a une réputation, c'est qu'on a une opinion qui a été donnée par quelqu'un et attachée à soi-même, et c'est par ce quelqu'un d'autre précisément, et c'est cette dissonance qu'il peut y avoir entre la réputation et la réalité, sur laquelle Figaro reprend la main. Il y a donc deux énoncés qui s'opposent, ce qu'on dit de moi et ce que je vaux, et l'interrogation ici, sans inversion, voilà l'exemple que je cherchais tout à l'heure, sans inversion et avec un point d'interrogation à la fin, peut être considéré comme une question rhétorique, puisque même s'il y a interrogatif, et d'ailleurs aussi hypothétique, elliptique, il y a une hypothétique sans principal, eh bien cette
interrogative, en réalité, est l'équivalent d'une affirmation forte et même d'une exclamation. Je vaux bien mieux que cette réputation. Mais du coup, il s'y ajoute ici une sollicitation du bon sens et de la logique du conte. On voit donc combien l'étude des interrogatives peut permettre de comprendre la dynamique du discours, la dynamique du dialogue entre ces deux personnages, et le propos est aussi marqué par une grande nostalgie et l'espèce de volonté de retour, affichée en tout cas, de la part du conte à une relation idyllique. On se souvient dans l'explication numéro 1 combien Figaro lui-même était sur cette longueur d'onde, puisqu'il s'estimait très heureux d'avoir la chambre centrale dans une espèce d'idylle domestique, c'est ce que j'avais indiqué sur la première explication. Et donc, ce combat entre deux égaux, égaux EGO, et inégaux en l'occurrence, passe par le biais d'interrogatives qui supposent toujours une relation entre un locuteur et un autre, à la différence par exemple de l'ordre, qui ne suppose pas j'arrive pas à trouver le terme, la participation de l'autre pour être un acte complet, un acte de langage complet. Ici, on a des interrogations qui, même lorsqu'elles sont des questions rhétoriques, ne sont pas de fausses questions, elles sont des fausses interrogations, mais ce sont de vraies questions qui se posent et dont on veut partager la logique et l'évidence avec celui qui est en face, quitte d'ailleurs à obtenir une autre réponse que celle qui était attendue. Et donc, on voit bien la différence qu'il y a entre le propos du conte et le propos de Figaro ici. Pour le conte qui, par exemple, peut utiliser une exclamative et qui peut poser des questions pour demander des éléments précis, alors que Figaro, la plupart du temps, utilise des questions dans le sens stratégique de ce qu'elles peuvent lui éviter, en l'occurrence, en matière de confrontation. Donc voilà pour ce que je peux dire de l'ensemble des éléments qui sont dans ces notes concernant l'interrogation. Alors que je note le temps qui j'ai passé, j'ai déjà passé plus de 50 minutes, donc on va s'arrêter là pour cette entrée dans les éléments bilan. Donc d'abord, comment utiliser le PDF pour, c'était le premier élément que j'ai évoqué, le PDF donc pour préparer une explication, quels sont les éléments caractéristiques de la scène avant de la relire et après relecture, et puis étudier l'interrogation dans l'explication du texte. On voit ici combien cette interrogation à elle seule permettrait de comprendre une grande partie des éléments pour entrer dans cette scène dans laquelle les stratégies rhétoriques des deux personnages se répondent. On a ici deux stratèges littéralement et deux égos très forts, et donc aller jusqu'à attaquer la personnalité de Figaro, le Figaro qui répond par des pirouettes, mais des pirouettes qui précisément sont sympathiques et qui attirent sur lui toute la sympathie du spectateur et du reste aussi des personnages. Voilà donc les éléments essentiels de cette deuxième vidéo, et j'espère qu'elle vous aura servi. Voilà, bientôt.